Le monstre solitaire trahi par ses toilettes, le tueur en road trip avec un passager des plus étranges, et le psychopathe hardcore piégé par une disquette. Aujourd'hui, nous prouvons que le soi-disant génie criminel n'est rien d'autre qu'un mythe de cinéma. Voici les 10 erreurs les plus stupides qui ont permis d'attraper des tueurs en série. Numéro 10. Earl Leonard Nelson a sévi entre 1926 et 1927, tuant entre 22 et 29 personnes. Il a également récolté une série de surnoms insensés au passage. L'étrangleur sombre, le tueur gorille et l'homme gorille. Earl est en fait considéré comme le premier tueur sexuel en série du XXe siècle. Il a marqué par la brutalité exceptionnelle infligée à ses victimes, avant et après leur mort. Certains corps des victimes étaient ainsi mutilés que les enquêteurs les ont comparés au meurtre du tristement célèbre Jack l'Éventreur. Ces crimes étaient si brutaux qu'ils ont même inspiré Alfred Hitchcock à réaliser son film L'ombre d'un doute. Mais malgré le fait qu'il ait été un homme aussi effrayant, Earl a été arrêté d'une manière spectaculairement stupide. Emily Patterson, dernière victime d'Earl, s'est défendue avant qu'il ne la tue à coups de marteau. Elle lui a griffé la tête en se défendant, arrachant des touffes de cheveux. Earl, très soucieux de son apparence malgré son surnom d'homme gorille, est allé chez un barbier pour se faire raser et couper les cheveux. Après, le barbier, Nicolas Tabor, a remarqué le sang dans les cheveux d'Earl et les profondes griffures sur son cuir chevelu. Quand il en a parlé, Earl s'est agité, a exigé qu'il ne touche pas aux blessures, et est parti. Le modeste barbier allait bientôt devenir l'un des témoins clés orientant la police vers Earl, ce qui le mettait directement sur la voie de la potence. Il est au moins mort avec une coupe fraîche. La défaite d'Earl est certes humiliante, mais pas autant que de se faire complètement battre par l'une de ses victimes. Pourtant, numéro 9, Jeffrey Dahmer est tellement infâme qu'il n'a pratiquement pas besoin d'introduction. Le cannibale de Milwaukee est presque incontournable dans les cercles de true crime, ayant brutalisé une série de victimes pour satisfaire ses fantasmes pervers. Dahmer avait déjà bénéficié d'une chance incroyable pour un tueur. Il a récupéré une victime avec l'aide des autorités, après les avoir persuadés que l'adolescent en fuite était simplement son petit ami en crise. Peut-être que c'est l'arrogance née de ce genre d'incident qui le poussait. Lorsqu'il a attiré sa dernière victime, Tracy Edwards, dans son appartement en promettant de la bière et de la compagnie. Bien sûr, Dahmer a changé de ton une fois Pose arrivé sur place, menottant Edwards et lui disant qu'il allait manger son cœur. Edwards est resté calme et a parlé à Dahmer, le rassurant qu'il acceptait tous les jeux étranges et meurtriers que ce solitaire voulait tester sur lui, du moment qu'il pouvait boire quelques bières et faire une pause aux toilettes. Dahmer, peut-être séduit par le fait qu'il avait toujours voulu qu'une victime se soumette aussi volontiers à ses désirs, accepta la demande d'Edwards. Cela lui a laissé le temps de trouver une ouverture. Il a alors giflé Dahmer et s'est enfui, a-t-il raconté aux policiers qui ont enfin arrêté Dahmer. Après la découverte des restes de 17 hommes chez le tueur, il sera ensuite tué à coups de barre de musculation par un codétenu. Dans une fin de partie des plus étranges. Épilogue de l'histoire, Tracy Edwards a été clairement marqué à jamais par son expérience, ayant survécu de justesse au tueur le plus tristement célèbre de Milwaukee. En 2011, il a aussi été accusé de meurtre pour avoir jeté un homme d'un pont, selon l'avocat d'Edwards. C'est comme Humpty Dumpty. C'est comme s'il n'avait jamais pu recoller les morceaux. Il faut reconnaître que cette métaphore est mal choisie après que votre client a causé la mort d'un homme. Se tromper en faisant confiance à sa victime, c'est une chose. Mais accorder à tort sa confiance à un ami? Numéro 8. Vous ne connaissez sans doute pas Charles Schmidt, surnommé le joueur de flûte de Tucson. Un tueur en série de l'Arizona qui attirait des femmes dans sa voiture pour les brutaliser et les tuer. En plus, il était simplement bizarre. Schmidt semblait en vouloir aux femmes parce qu'il était un peu petit, mesurant précisément 1,60 m. Mais ce n'était pas un petit roi, c'était carrément un petit méchant. Il portait de grandes bottes de cow-boy rembourrées pour compenser sa petite taille. Il était réputé menteur pathologique, prétendant aux femmes être en phase terminale et lié à la mafia. Avant sa série de meurtres, il a dit à ses amis « Je veux tuer une fille ce soir. Je pense que je peux m'en sortir. » Mais sa tendance à crier ouvertement les crimes qu'il aimait commettre a, sans surprise, été exactement ce qui a mis fin brutalement à sa série de crimes. Il a forcé la main de son copain, Richard Burns, pour l'aider à enterrer les corps de certaines de ses victimes. Il se vantait de ses meurtres, mais la plupart des gens ne le croyaient pas. Mais à la fin, Burns a dénoncé son ami, craignant que Schmidt ne tue un jour sa petite amie sous l'effet de sa rage et de son complexe de Napoléon. Charles Schmidt devait aussi être insupportable en prison,
car 2 autres détenus l'ont poignardé 47 fois, le tuant en 1975. Mais même Schmidt semblait carrément subtil comparé à la bourde qui a fait tomber notre prochain tueur. Numéro 7. Le tueur en série berlinois. Peter Goebbels n'était pas lié à l'autre célèbre Goebbels, mais partageait une moralité similaire. C'était un délinquant sexuel qui dissimulait ses crimes en étranglant ensuite ses victimes. Tellement déterminé à ne pas être attrapé pour ses actes horribles, il était prêt à tuer. Ce tueur en série potentiel de 23 ans ne contrôlait pas ses pulsions, qui ont vite coûté la vie à 4 femmes innocentes. Rien ne semblait pouvoir stopper sa folie meurtrière. Il aurait même pu devenir l'un des tueurs en série les plus prolifiques d'Allemagne, jusqu'à son 4e meurtre, où il a commis l'une des erreurs les plus idiotes qu'un criminel sadique puisse faire. Il a laissé tomber sa carte d'identité sur la scène du crime. C'est presque le geste le plus incriminant que tu puisses faire. Sauf si tu prends un selfie avec ta victime, et le postes sur Instagram avec la légende. Nouveau meurtre, hashtag je l'ai tué, hashtag tueur en série. Arrêté, il a nié sa responsabilité, disant avoir agi ainsi car il était malade. Cela n'a pas empêché les autorités allemandes de lui infliger une peine de prison à vie pour ses crimes. L'erreur de Goebbels était certes stupide, mais moins burlesque que la façon dont notre prochain tueur en série a mis fin à son règne de terreur. Numéro 6, Denis Nilsson était solitaire. Comme Grinder n'existait pas dans les années 70-81, il a choisi de satisfaire son besoin de compagnie autrement. Par des meurtres de sang-froid, le tueur en série britannique avait un mode opératoire très cohérent. Il se liait d'amitié avec des hommes et garçons dans les pubs avant de les ramener chez lui. Là, il les étranglait à mort et s'asseyait avec leurs cadavres sur son canapé pour ressentir un sentiment de proximité. Vous pensiez que les rencontres étaient difficiles aujourd'hui ? Tout cela ferait déjà de Denis un sacré malade. Mais il est devenu très créatif et dégoûtant pour se débarrasser des corps. Il cachait les corps sous les planchers juste pour s'amuser, avant qu'ils ne soient trop décomposés, ce qu'il notait en détail dans des journaux écrits. Quand ils étaient trop abîmés pour ses besoins, il les dépeçait et faisait parfois bouillir la chair pour la séparer des os, jetant l'excédent dans les toilettes. C'est alors que les toilettes se sont bouchées. Un plombier de l'entreprise humoristique Dino Rod a été appelé pour déboucher des canalisations, remarquant immédiatement que cela ressemblait plutôt à de la chair humaine. Dennis. Jamais. Le beau parleur a proposé une autre suggestion. On dirait que quelqu'un a jeté son poulet frit du Kentucky dans les toilettes. Bien essayé, Dennis, mais non, ce n'était pas ça. Les plombiers ont appelé la police. Arrivés peu après, guidés par les locataires vers l'individu étrange du dernier étage, ils lui ont parlé et ont constaté une forte odeur de chair humaine en décomposition dans son appartement. Quand ils lui ont dit que le blocage dans les canalisations avait été formellement identifié comme étant humain, il a fait semblant d'être choqué en disant « Mon Dieu, quelle horreur !» Les détectives n'y croyaient pas, et l'un a dit « Arrête de faire l'idiot, où est le reste du corps ?» Et Denis a immédiatement craqué et a avoué le meurtre, et 12 ou 13 autres. Il est finalement moins provocateur que notre prochain tueur. Numéro 5. Israel Keyes. Plus un tueur se croit un opérateur à la Dexter, plus sa fin sera stupide et débâclée. Et c'était le cas pour l'homme à tout faire du crime Israel Keyes. Il a touché au meurtre en série, à l'incendie criminel, à l'enlèvement contre rançon et même au braquage de banque. Y a-t-il quelque chose que ce type ne pouvait pas faire ? En fin de compte, éviter d'être détecté. Keyes, véritable sale type, s'est passionné très jeune pour les tueurs en série afin de perfectionner sa technique. Le crime ayant entraîné son arrestation était l'enlèvement, l'agression et le meurtre de Sam Koenig. Cette affaire est particulièrement tristement célèbre à cause des lettres de rançon qu'il a envoyées aux parents de Koenig. Il a maquillé le cadavre et maintenu les yeux ouverts avec du fil de pêche pour simuler la vie. Pour un prétendu génie du crime, il était bien maladroit pour effacer ses traces sur des photos de rançon. Il a utilisé la carte de crédit de Koenig au distributeur, étant filmé plusieurs fois avec sa voiture de location en arrière-plan, ce qui a facilité le suivi de ses déplacements. Sa paranoïa l'affectait, il conduisait de façon erratique, et lorsqu'il a été arrêté par la police, ils ont découvert qu'il transportait dans la voiture de grosses liasses de billets, toutes tachées d'une teinture vive parce qu'il les avait volées dans une banque. Il a été arrêté après cela, et a fait une longue confession autoglorifiante qui est depuis devenue l'obsession de fans étranges de tueurs en série pendant des années. Il a choisi d'être sa propre dernière victime avant même son procès. Notre prochain tueur surpasse Israël par l'ampleur de ses crimes et la stupidité de la raison pour laquelle il a été arrêté. Numéro 4. Randy Kraft a commis tant de meurtres qu'on croyait avoir affaire à 3 tueurs distincts. Le tueur du scorecard, l'étrangleur du sud de la Californie et le tueur de l'autoroute.
Il a tué entre 16 et 67 personnes. Il voyait le meurtre comme un jeu, prenant plaisir à chaque assassinat qu'il notait sur une fiche codée. En apparence, Randy semblait avoir tout pour lui. Il était un programmeur informatique à succès, ce qui était bien plus impressionnant dans les années 80 qu'aujourd'hui. Mais quand il ne travaillait pas avec des lignes de code complexes, il étranglait de jeunes hommes à mort pour assouvir ses pulsions malsaines. Nombre de ses victimes montrèrent des signes de torture et mutilation alors qu'elles étaient vivantes, et Randy prenait des photos pour s'en souvenir. Tout chez lui suggère qu'il était le genre de tueur en série prudent et méticuleux, auquel nous sommes habitués dans les thrillers à gros budget. Il réussissait à mener une double vie tout en gardant les aspects les plus criminels de sa personnalité réprimée au quotidien. Enfin, sauf quand il se saoulait et décidait de faire un tour pour s'amuser. En effet, Randy Kraft a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, pas pour meurtre. La police l'a arrêté après l'avoir vu zigzaguer, puis a remarqué une personne sur le siège passager. Cette personne s'est avérée être l'une des victimes de Randy, déjà morte. Cette grave erreur et l'absence de planification ont mené ce strangulateur expérimenté à être arrêté par la police. Contrairement à de nombreux tueurs qui affichent leur notoriété après leur arrestation, Kraft a déclaré son innocence. À ce jour, notre prochain tueur a en réalité un nombre de victimes encore plus brutal que Kraft. Et, en fait, cette arrestation aurait pu être évitée de façon encore plus absurde. Numéro 3. Le docteur Harold Shipman est vu comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne. Médecin britannique, il a tué au moins 250 personnes entre 1975 et 1998 sur 30 ans. Ces crimes étaient tellement répandus que le gouvernement britannique a lancé l'enquête Shipman, une étude sur ces crimes, présidée par la très honorable Lady Justice Smith. Oui, c'est bien son titre complet. L'Angleterre est étrange. Le mobile derrière les crimes de Shipman était apparemment un pur désir de pouvoir sur les autres êtres humains. Il était un mari et père cruel et autoritaire. Et le fait de mettre fin à la vie de patients âgés par des overdoses contrôlées de médicaments lui procurait un sentiment de puissance quasi divin. Mais il est ironique que ce ne soit pas sa soif de pouvoir qui ait mis fin à la série de meurtres de Shipman, mais la seule fois où il a décidé de changer de mobile pour une simple et banale cupidité. Cela faisait déjà un moment que les gens soupçonnaient un Shipman. Des patients mouraient mystérieusement sous ses soins, mais il faisait toujours incinérer les corps, compliquant la collecte de preuves recevables en justice. Même un chauffeur de taxi local, John Shaw, le soupçonnait de plusieurs meurtres. Il avait conduit 21 vieilles dames, en bonne santé à l'hôpital, mortes peu après sous les soins de Shipman. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut la mort de Kathleen Grundy, une ancienne mère fortunée. Et devinez quoi ? Elle aurait apparemment pris la décision de modifier son testament à la dernière minute, excluant ses enfants et petits-enfants, et léguant à la place 386 000 livres sterling à son cher docteur. Tout s'est effondré après cela. Shipman a été arrêté, et a décidé d'en finir en s'administrant sa propre médecine mortelle dans sa cellule. Mais Shipman et son acte d'une cupidité absurde semblaient encore relativement modérés comparé au numéro 2. Robert Durst a marqué les esprits comme sujet principal de la série documentaire de Jinx, en 2015. Elle a révélé les faits étranges de la vie de cet héritier fortuné, et les nombreux crimes dont il avait été soupçonné. Pour ceux qui ne le savent pas, disons simplement que le pire de ces crimes impliquait le meurtre et le démembrement. Il a toujours semblé qu'il pourrait s'en sortir et vivre grâce aux 65 millions de dollars qu'il avait reçus en héritage. Tout a changé lorsqu'il a accepté de participer au documentaire, tourné de 2010 à 2012 car Durst manquait totalement de subtilité. Il a été filmé dans un moment gênant, avec un micro ouvert, murmurant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai tous tués ». Évidemment, comme si ce n'était pas déjà idiot, le documentaire a encore attiré l'attention de la police sur lui, rendant sa participation à ce projet étrange alors qu'il poursuivait ses crimes. Lorsque les policiers sont venus le voir, ils l'ont trouvé en train d'errer avec une arme chargée, ce qui était illégal, surtout qu'il était un criminel condamné. Et les criminels condamnés ne sont pas censés posséder d'armes, qu'elles soient chargées ou non. Il a été condamné à 85 mois de prison pour possession d'armes à feu. En octobre 2021, Durst a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Susan Berman, mais il est décédé seulement 3 mois plus tard. En parlant de types qui auraient pu s'en sortir après leurs crimes horribles s'ils avaient su se taire, il y a encore un autre tueur. Nous devons inclure le numéro 1. Sous plusieurs aspects, Denis Rader semblait avoir été conçu pour incarner un tueur digne d'Hollywood. Dès l'enfance, il nourrissait des fantasmes violents et semblait vouloir devenir une machine à tuer. Son expérience militaire lui a donné un avantage physique sur ses victimes.
Ses études de justice pénale à l'université lui ont fait connaître les lois qui le guetteraient. Son expertise en installation de systèmes de sécurité lui a permis de pénétrer dans des maisons où il attachait et asphyxiait des femmes jusqu'à la mort. Lorsqu'il ne commettait pas de meurtre, il entretenait l'image d'un père de famille parfait, allant même jusqu'à diriger la troupe de scouts de son fils. Dennis avait aussi une étrange habitude de cosplay pendant son temps libre. Il s'habillait avec des vêtements pris à ses victimes, et prenait des selfies macabres en s'attachant lui-même, et en portant des masques grotesques. Et il était aussi arrogant. Il laissait des notes sur les scènes de crime, disant des choses comme « Les mots de code pour moi seront « Attachez-les, torturez-les, tuez-les, bind, torture, kill », après quelques meurtres, a envoyé une lettre à une chaîne de télévision locale disant « Combien de personnes dois-je tuer avant d'avoir mon nom dans le journal ou d'attirer l'attention nationale ?» Il narguait la police, et lorsqu'il a semblé arrêter de tuer en 1991, on aurait dit qu'il avait disparu. En 2004, son ego et son absence de compétences informatiques ont pris le dessus. Lassé du manque d'attention, il a alors envoyé des boîtes remplies de preuves à la police. Lettres provocantes, dessins et poupées, imitant ses scènes de crime en 2005, pour moderniser ses provocations envers la police à l'ère numérique. Il a demandé à ses contacts policiers s'ils pouvaient le retrouver, s'il leur envoyait une disquette, voyant une opportunité. Trop beau pour être vrai. Les flics ont publié dans les petites annonces qu'il était impossible de tracer une disquette. Et Denis était tellement sûr de lui que, inexplicablement, il les a vraiment crus, il a envoyé la disquette contenant ses écrits. La police a retrouvé les métadonnées d'un document Word supprimé, remontant aussitôt à Radar, qui a été incarcéré, et y demeure à 80 ans, 20 ans plus tard. Certains tueurs en série ont été arrêtés par leur propre stupidité, d'autres ont échappé à la justice. Découvrez les pires tueurs en série jamais arrêtés pour en savoir plus sur ce disparu sans laisser de traces, ou cliquez sur cette vidéo.